Merci d'être là sur un format qui, à la fois nous plonge quelques années dans le passé, puis à la fois nous change de d'habitude. On a à l'USPO une habitude de faire une conférence de presse un vendredi sur deux à 11 heures pour faire le point sur l'actualité. Donc, on a gardé ce créneau. Je sais que ce n'est pas le créneau idéal pour les pharmaciens, mais c'est le créneau qui avait été déjà défini avec tous les journalistes. Donc, on n'a pas voulu changer ce créneau. Et devant l'urgence des questions et le nombre des questions qui ont été posées ces derniers jours sur l'actualité, on a décidé d'ouvrir cette conférence de presse sous la forme d'un webinar avec tous les pharmaciens pour essayer de répondre le plus possible aux questions que vous vous posez face à cette actualité qui est un peu chaude et pas toujours très bien organisée. Ça nous rappelle là aussi un peu la période Covid où on recevait beaucoup d'informations qui se contredisaient des fois entre le matin et l'après-midi. Je serai accompagné de Guillaume et Sébastien qui vont pour chacun vous allez voir, c'est des spécialistes des questions qui vont être abordées, pouvoir venir compléter et pouvoir répondre à vos questions. Et puis aussi de Lucie Hélène qui sera là aussi pour les questions juridiques par rapport notamment à tout ce qui va être territoire fragile. Sur l'ensemble des questions qu'on va aborder aujourd'hui, on va aborder différentes choses. Alors déjà, on va essayer de tenir dans l'heure dans l'heure qui est prévue, dans 1 heure de temps. Si on doit déborder, bien sûr, on ne laissera pas les gens sans réponse, on fera. Mais juste pour que je vous donne un petit peu comment faire. Vous avez vos micros qui sont coupés. Vous levez la main. Les micros seront réactivés à la fin de chaque question, de chaque sujet, pour qu'on puisse y répondre. On essaiera de répondre à toutes les questions. Et si jamais on n'a pas le temps, parce que c'est trop dense, eh bien, on y répondra par écrit, par mail, comme on avait l'habitude de faire durant le Covid. Donc, j'ai l'habitude de commencer toujours par dire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va faire un point sur la délivrance à l'unité, avec une question qui nous a été posée par la Cour des comptes. Sur la quétiapine, avec les préparations qui sont faites et la difficulté qu'on a d'approvisionnement. Un point sur toutes les nouvelles réglementations Covid, en fait les nouvelles réglementations qui ont été annulées ou celles qui perdurent dans le temps suite à l'abrogation de l'arrêté. Un point sur la prescription de tout ce qui est tramadol, codéine, vous savez, qui rentre en application demain, comme d'ailleurs les mesures Covid. Un point sur les biosimilaires aussi, parce que vous avez vu que c'est arrivé hier et ça c'est plutôt bien. Un point sur les analogues de la GLP-1 avec tout ce qu'il y a comme souci aujourd'hui autour de cette prescription, et un tout petit point sur les territoires fragiles. Plus après d'autres questions, s'il y a besoin, on verra au fur et à mesure. Donc encore une fois, merci de vous connecter, merci d'être là à 1 heure qui est pas forcément la meilleure. On va essayer de changer, de vous faire un point qui va être un point régulier aussi pour un webinar pour l'actualité, qu'on remettra à des horaires qui seront plus accessibles à tous les pharmaciens. Promis, pas le dimanche matin. On ne reviendra pas là-dessus. Voilà, donc le premier point qui est sur la dispensation à l'unité. On a reçu un questionnaire de la Cour des comptes sur la dispensation à l'unité qui se pose la question sur l'opportunité, sur l'envie et sur la possibilité qu'on aurait d'étendre la dispensation à l'unité autre que ce qui est déjà prévu par la loi. Cette enquête, cette instruction a abordé plusieurs axes. Premièrement, l'état des dispositifs existants de dispensation à l'unité en France, donc les antibiotiques, la quétiapine aujourd'hui, bien sûr les stupéfiants, et puis dans un deuxième temps, les quantités des médicaments qui étaient dispensés et comment on le gérait, et le coût du changement, et le coût du changement si jamais on devait aller sur une dispensation à l'unité plus. On a répondu, bien sûr, que nous, la dispensation à l'unité, ce n'était pas notre tasse de thé, qu'on ne voulait pas aller vers ça, qu'il y avait d'autres systèmes pour être adaptés. Et ça, je laisserai Guillaume vous en parler rapidement. Et bien sûr, d'orienter ça plutôt vers la dispensation adaptée et la préparation des doses à administrer dans un deuxième temps, qui sera, à mon avis, bien plus efficient en termes d'observance. Guillaume ? Oui, en fait, dans la réponse, on a notamment structuré notre réponse sur 3 champs du médicament, qui est le premier champ, 3 catégories, le médicament chronique. On comprend bien qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à faire de la dispensation à l'unité sur le médicament chronique. Et notamment, nous a paru assez curieux qu'il y ait cet élément qui soit arrivé dans le sujet de la quétiapine, parce que la quétiapine, c'est quand même un médicament chronique, on l'arrête pas du jour au lendemain. Et donc voilà, donc pour nous, il n'y a pas de sujet sur les médicaments chroniques parce que c'est des choses qu'on prend de façon itérative. Après, il y a les médicaments en posologie variable.
Le propre de la posologie variable, c'est que ça dépend des symptômes. Et l'élément, c'est que la dispensation d'unité n'a pas forcément son utilité parce que finalement, les symptômes peuvent réapparaître et on ne maîtrise pas combien et quand on va avoir des symptômes. Par contre, la dispensation adaptée, le DAD, qui avait été mis en place sous forme d'expérimentation et qui malheureusement n'a pas été pérennisé dans le cadre de l'avenant 1 de la Convention pharmaceutique, lui a du sens parce qu'à un moment, c'est comment on incite collectivement à re-questionner sur la quantité dont on a besoin sur un médicament avec des posologies variables comme des antalgiques, des laxatifs ou autres médicaments. Et puis la dernière catégorie, que sont les médicaments pour les traitements aigus. En fait, on s'est dit que dans les traitements aigus, il y a 3 causes de gâchis potentiel. La première cause, c'est une prescription qui est inadaptée, qui n'est pas conforme aux recommandations. Cette prescription pas conforme aux recommandations, finalement, mettre la DAU, ça serait cautionner une prescription qui n'est pas conforme aux recommandations, notamment de la Haute Autorité de Santé, et ça ne serait pas une bonne chose. Donc, ce cas-là, on ne le résout pas grâce à la dispensation à l'unité. Le deuxième cas, c'est le patient qui est inobservant. Pareil, encore une fois, dans le cas des médicaments aigus où le patient est inobservant, on ne le résout pas grâce à la dispensation à l'unité. Et puis, le troisième cas où finalement on aurait un autre sujet, c'est le cas où le conditionnement n'est pas adapté finalement à la recommandation ou à l'unité de prescription la plus courante. On le dit tous les jours, hein, vous le vivez tous les jours, on ne comprend pas aujourd'hui qu'on n'ait pas de boîte d'amoxicilline adaptée. Aujourd'hui, l'unité de prescription d'amoxicilline la plus fréquente, c'est 3 x 7, 21. Et c'est ce qu'on retrouve sur les unités de prescription, donc la réalité du terrain. C'est aussi la recommandation la plus fréquente. Et aujourd'hui, j'attends encore qu'on m'explique comment on fait 3 x 7, 21 avec des boîtes de 6 ou des boîtes de 14. D'autant plus que la boîte de 14 n'a plus aucun sens parce qu'il n'y a plus aucune recommandation qui est sur une boîte de 14. Et aujourd'hui, finalement, la dispensation à l'unité, plutôt que de finalement inciter ou obliger les industriels à mettre un seul blister de 7 dans les boîtes de 14 pour faire une boîte de 7 et qui résoudrait 95% des problèmes, on va inventer un système qui est totalement inadapté à notre pays. Les pays où la dispensation à l'unité est finalement généralisée, c'est des pays où historiquement on faisait de la dispensation à l'unité, où les gens viennent sur rendez-vous à la pharmacie, derrière on réceptionne leur ordonnance, il y a une chaîne de préparation avec un gros espace de préparation, et puis derrière les gens attendent dans une salle d'attente, puis le pharmacien vient pour dispenser l'ordonnance. On voit bien que nous, on n'est pas adapté dans nos officines. Et voilà, on trouve que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème qui sont notamment la bonne prescription, l'observance et les bons conditionnements. Merci Guillaume. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des questions? Ok. Faire un rapide point sur la kétiapine, et on va faire le lien aussi avec la dispensation à l'unité, puisque vous avez vu qu'on nous a imposé pour la kétiapine 50 de faire une dispensation à l'unité. Et là, je voudrais vraiment apporter une information parce qu'on se rend compte qu'il y a un flou. La kétiapine 50 est normalement réservée aux instaurations de traitement, donc sur un temps très court. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait une dispensation à l'unité. Mais bien évidemment, si vous avez un patient qui prend de la kétiapine 50 tout le mois, tout le temps, on ne fait pas de dispensation à l'unité à ce moment-là, on donne la boîte entière, parce que certains pharmaciens me disaient, mais je vais donner une plaquette et je vais faire revenir mon patient toutes les semaines et demie, donc ça ne va pas. Donc non, si la patiente a de la kétiapine 50 au long cours, on ne fait pas de dispensation à l'unité, on dispense la boîte normalement. Il faut que ce soit bien clair. Comme on a des ruptures de kétiapine qui vont durer, alors la réunion hier, on a eu une réunion hier sur la kétiapine, on nous disait que ça devrait durer jusqu'à l'automne, ça devrait être très tendu, enfin ça devrait se résorber à peu près à l'automne et être très tendu jusqu'à la fin du printemps. On a la possibilité de faire des préparations par les pharmaciens qui sont en capacité de faire des préparations, il y en a une quarantaine en France à peu près.
Ça, c'est pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir acheter de la kétiapine. Tous n'ont pas eu cette chance-là. Et les préparations ont été définies avec un prix. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que quand on était en rupture d'amoxicilline, régulièrement, il y avait des pharmaciens qui facturaient 70, 80 euros la boîte de gélules d'amoxicilline qui avait été faite par une pharmacie sous-traitant. Donc ça, pour éviter ça, maintenant, l'État a mis des prix. Vous avez vu les prix, donc on s'est battu pour que ces prix soient plus élevés. Nous, on avait demandé à ce qu'il y ait la marge dégressive lissée équivalente à la kétiapine, donc la marge dégressive lissée du Xeroquel, puisque c'était le médicament Princeps, qu'il y ait le 1 euro à la boîte qui soit mis, qu'il y ait aussi tenir compte des remises, puisque ce sont des génériques sur lesquels on a des remises. Et ça n'a jamais été accordé par l'État. Et on avait dit, mais de toute façon, il nous faut au moins un honoraire pour la difficulté qu'on a à faire. Aujourd'hui, commander une boîte de kétiapine, ça se fait par Pharma ML très simplement. Quand il faut commander via une pharmacie qui va être en sous-traitant, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, deuxièmement, il va falloir aussi expliquer aux patients qu'il y a un changement dans ces prises de médicaments. Quand vous aviez une prise de gélule de kétiapine 400 LP par jour, et maintenant, on va faire 200 le matin, 200 le soir, à des gens qui sont un peu fragiles psychologiquement, ça va parfois être compliqué. Il va falloir leur expliquer et leur réexpliquer. Donc, pour tenir compte de ça, on avait demandé d'avoir un honoraire. Et vous avez vu que l'honoraire a été balayé. Nous n'avons rien eu. C'est très peu. Donc, on continuera de râler. Et je pense qu'il faut, devant l'augmentation des ruptures par les industriels et de la défaillance des industriels dans leur mission de fabriquer des médicaments, il va falloir qu'on réfléchisse à réellement une prise en charge vraie et à juste niveau des préparations qu'on a à faire. Juste aussi une petite aparté, on s'est rendu compte dans la réunion qu'on a eue hier avec la NSM que finalement, il y avait entre 0,9 et 1,3 mois de stock chez les industriels de kétiapine. Et on a, chez nos grossistes, entre 0,2 et 0,3 et 1 jour de stock de kétiapine. Donc, rien. Et quelque part, on se dit, on recommence un peu l'histoire avec les antibiotiques, où les industriels ont du stock, ils ne libèrent pas leurs médicaments, et du coup, ça crée encore une pénurie chez nous. Et on doit après gérer cette pénurie-là. C'est quand même relativement inadmissible, et j'espère que la NSM va prendre des mesures pour faire en sorte que les industriels libèrent leur lot le plus vite possible. Est-ce que sur la kétiapine, vous aviez de nouvelles questions? Vous êtes sage ce matin, Middan. Alors là, on rentre dans le... Oui. On a une question d'Agnès qui demande quid des facturations de préparation kétiapine envoyées avant la parution du décret. Nous avions besoin de mettre quelque chose dans les piluliers des résidents en EHPAD. Écoutez, la réponse, je vais vous faire une réponse un petit peu de Normand. La DSS devait produire l'arrêté de prix. Ils l'ont pas donné, donc facturer avec tact et mesure, c'est pour moi la meilleure réponse. Ne facturez pas, comme on a pu voir des préparations à 70 ou 80 euros d'amoxicilline, j'entends, hein, mais facturer avec tact et mesure. Et ma foi, tant que l'arrêté de prix n'était pas sorti, il ne nous est pas opposable en tout cas. Moi, ce que j'ai fait à titre personnel, j'ai eu le cas comme Agnès. Je l'ai fait sous-traiter. J'avais un prix qui m'était conseillé par le sous-traitant. Je l'ai respecté le prix. Et lors de ma facturation, j'ai mis à la fois mon ordonnance et j'ai mis une capture d'écran de ma disponibilité PharmaML chez l'ensemble de mes grossistes répartiteurs ou tout au moins garder cette preuve en cas de contrôle pour bien montrer que on n'avait absolument d'éléments, et puis en cas de conflit avec la caisse, de bien montrer des éléments de preuve qu'on a assuré la continuité des soins seulement et qu'on a facturé avec tact et mesure. Gaillardeau lève la main. J'ai ouvert le micro, donc vous pouvez poser votre question. Est-ce que monsieur et madame Gaillardeau, je ne sais pas, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question directement. Bon, la prochaine. Sinon, vous la mettez dans le chat et puis Charlotte, tu nous la poses après. Oui, bien sûr. Posez votre question. Il y a le petit onglet Q et R. Posez directement votre question là et puis j'y répondrai. Je la poserai pour vous.
On va passer au point suivant qui est les mesures spéciales Covid, avec l'abrogation d'une partie des dispositions qui étaient liées à l'état d'urgence et en particulier le déremboursement des tags. Alors, le déremboursement des tags, vous savez, on a fait beaucoup de communication là-dessus, sur en particulier certains communiqués de presse et certaines communications qui sont parties. Ça nous paraît être une aberration en termes de santé publique, puisque aujourd'hui, on est encore en pleine épidémie de grippe. Et encore hier, j'avais le bilan épidémiologique qui m'était envoyé, où toute la France est rouge. On est encore en pleine épidémie. Et pour moi, pour tout le monde, c'est important de pouvoir qualifier l'infection. Si l'infection est d'origine virale, on ne dispense pas d'antibiotiques. Si elle n'est pas d'origine virale, mais plutôt d'origine bactérienne, là, l'antibiothérapie a toute sa place. Donc, c'est important en termes de santé publique, mais c'est aussi important en termes de coût, puisqu'on ne dispense pas des médicaments à mauvais usage. Le fait de ne plus pouvoir faire les tests, aujourd'hui, on va passer à côté de beaucoup de qualifications et beaucoup de précisions sur les infections. Donc, j'ai bien peur que ce soit un retour en arrière. On a les différentes agences comme l'HAS, la NSM qui se posent des questions aujourd'hui. Alors, la NSM est très embêtée parce qu'on voit bien qu'on risque d'augmenter la dispensation des antibiotiques qui sont déjà des médicaments sous tension. Donc, ça ne va pas dans le bon sens en termes d'approvisionnement. L'HAS aujourd'hui est en train, et là aussi Guillaume, tu pourras compléter, de se positionner par rapport à la validité des tests, puisque certains tests, en particulier sur la grippe, ne sont pas tous performants. Donc, il faudra bien faire attention. Et ça, c'est le pharmacien qui est responsable du test qu'il utilise. Et puis, après, d'avoir une deuxième coup de fusil qui va être quelle est la place des tests dans la prise en charge globale des patients et au niveau de la santé publique. Donc, on est contre le déremboursement. Alors, a priori, là, ça fait partie, vous voyez, des choses qui sont aujourd'hui pas claires. C'est sûr qu'ils sont déremboursés si nous les prescrivons. Mais quand un médecin vous demande de faire un test, je n'ai encore aujourd'hui pas la réponse sur la prise en charge du test ou pas. Donc, si un médecin vous fait l'ordonnance en disant merci de faire un test Covid, grippe, etc., je ne sais pas s'il est pris en charge. Voilà, on a posé la question, on nous a dit a priori si, mais je n'ai pas l'absolue certitude. Enfin, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas. Peut-être que je vais avoir un SMS d'ici la fin de la réunion, mais j'ai un petit doute étant donné que la question, je l'ai déjà posée hier. Donc, de cet arrêté, on a la fin de la délivrance gratuite des TROD aux médecins, donc à tous les professionnels de santé. Donc ça, si des médecins vous en demandent à partir de demain, c'est plus possible de les dispenser. C'est la fin, bien sûr, de la prise en charge des TROD non prescrits. Ça, c'est une certitude. Prescrits, on reviendra vers vous pour donner la réponse. La fin des prises en charge aussi des TROD supervisés par le pharmacien, donc juste la supervision. La fin de la facturation d'injection du vaccin Covid. Alors là, j'avoue être un tout petit peu en colère parce que, vous savez, on avait une injection qui était avant à 9,60, qui est passée maintenant à 7,50 du fait de la rentrée dans le droit commun de la vaccination. Et on espérait, si on était prescripteur de la vaccination, pouvoir vacciner à 15 €, puisque, à 9,60 par exemple, si on était prescripteur. Et étendu à 15 € plus tard. Eh bien non, parce que dans l'avenant 1, que nous n'avons pas signé, il est clairement dit que toutes les vaccinations annuelles restent au tarif de 7,50. La grippe, mais la Covid aussi. Donc, vous avez beau être prescripteur et de la grippe et de la Covid, vous ne pourrez pas facturer autre chose que 7,50. Donc, c'est franchement un petit peu dommage d'avoir galvaudé cette prescription et d'avoir dans un avenant que nous ne voulions pas, certes, mais d'avoir minimisé le poids du pharmacien dans la prescription et l'injection de ces vaccins, alors qu'on sait que sur la vaccination grippe, encore, on en a eu la preuve, c'est le poids du pharmacien qui a fait qu'on a rattrapé le retard et on a même dépassé un petit peu la courbe de l'an dernier. C'est aussi la fin de la mise à disposition des oxymètres de pouls, des justificatifs du statut vaccinal, bon ça faisait quelque temps qu'on ne pouvait pas le faire, et puis d'autres mesures comme le remplacement de la source d'oxygène par plusieurs méthodes. Mais il y a des choses qui sont quand même gardées de cet arrêté. La délivrance gratuite des masques chirurgicaux et FFP2 aux personnes vulnérables, ça reste. L'approvisionnement en vaccins des établissements de santé, groupements, etc. par les officinaux. La délivrance des vaccins Covid aux professionnels de santé libéraux. Donc, l'approvisionnement des vaccins Covid des établissements, c'était 70 € et 3,45 € pour chaque professionnel de santé. Le pharmacien, bien sûr, conserve le droit de prescrire et d'administrer les vaccins ARN messagers,
Covid. Et les préparateurs et les étudiants qui ont subi la formation peuvent aussi injecter, et ils ont toujours le droit de le faire. Voilà. Lucie-Hélène, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, pas à ma connaissance. Bon. De toute façon, vous avez dans les fiches de l'USPO le résumé de tout ça, avec ce qui est maintenu, ce qui n'est pas maintenu. Et puis, on essaiera d'en faire un tableau qui soit un tableau voilà, très, très pratique, où il y aura des croix et où on pourra faire bouger des croix en fonction des différentes lois qui devraient arriver. Peut-être, si je peux me permettre, sur les perspectives, tu m'as lancé la balle. Sur les perspectives, sur le remboursement des tests, le re-remboursement, comme on peut le dire, la HS a rendu un premier avis en juin 2023 sur la pertinence des tests, notamment combinés. Ce premier avis disait qu'on présentait le fait qu'il y avait un intérêt de santé publique, mais qu'il fallait creuser le sujet. Donc, ce qui renvoie à une étude qui est en cours, et notamment une étude qui est en cours sur les performances. Pierre parlait des performances. Effectivement, il faut être très vigilant quant aux performances des tests. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le marquage CE, contrairement à une MM pour un médicament, le marquage CE, comme le disent tant de professionnels, c'est une passoire. C'est-à-dire un marquage CE, ça ne garantit en rien la performance de vos tests. Donc, il faut faire très attention aux acteurs que vous choisissez et parfois les performances, notamment marquées sur la notice, sont biaisées par des études qui ne respectent pas les critères fixés par les autorités. Et aujourd'hui, malheureusement, l'État français ne peut rien faire à l'heure actuelle, dans la réglementation actuelle. Le marquage CE vaut possibilité de mettre sur le marché son test, mais derrière, ça ne vous assure pas en tant que pharmacien de sa performance et des validités qu'il a en termes de performance. Et derrière, ne pas oublier que, contrairement aux médicaments, sur le dispositif médicaux, vous êtes responsable en cas de défaut de qualité. Donc vraiment une attention particulière dans le référencement de vos tests. Tout ça pour dire qu'en septembre 2025, la HAS va rendre un avis intermédiaire sur notamment les performances des tests en termes de grippe et de VRS, parce qu'effectivement, c'est la première étape de validation, c'est la performance en tant que telle du test. Donc cet avis est attendu pour la rentrée 2025, et un dernier avis devrait être rendu début 2026, là pas sur la performance, mais sur l'intérêt de santé publique des tests, et notamment des tests combinés. Nous, ce qu'on dit à l'USPO, c'est qu'il ne faut pas laisser un hiver sans test, et qu'il faut qu'on ait une continuité, notamment parce qu'on sait qu'il y a un intérêt de santé publique majeur, et que si on met un an de trou dans la raquette où il n'y a plus de remboursement de ces tests, on va perdre l'habitude, et puis surtout les patients vont perdre l'habitude de se tester, notamment dans le cas des syndromes grippaux. Et on espère que effectivement continuer à utiliser cette arme contre l'antibiorésistance, et ça serait vraiment incompréhensible qu'on arrête d'utiliser ces tests qui sont aujourd'hui doubles ou triples, et qui peut-être demain vont intégrer plus de virus, qui fera que sur un syndrome grippal, finalement, on sait que sur les syndromes grippaux, vous avez globalement 5 ou 6 virus qui sont responsables de 90% des syndromes grippaux, et par conséquent, pouvoir éviter la prise d'antibiotiques dans tous ces cas-là. Voilà. Alors, nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par ceux qui ont levé la main. Laurence, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question directement? Bonjour, moi c'était simplement parce que j'ai pris en retard, et c'était savoir si pour le début, j'ai pris en bout de parcours de quetiapine, si on allait avoir à nouveau si j'allais pouvoir revisualiser le début des propos, c'est tout. Oui, bien sûr, ça sera disponible, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de vous dire,
que c'était enregistré et que ça allait repasser. On va le découper par thème et puis vous aurez la possibilité de revoir chaque thème. Super, merci. Pour vous. Je vous en prie. Marie, si vous pouvez ouvrir votre micro, Marie Marogolier. Oui, bonjour. En fait, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on du coup, on va avoir une liste des TROD donc grippe qui vont être performants? Parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression quand j'ai repris une nouvelle boîte, notamment de Boiron, j'étais très très surprise de voir que c'était négatif. Alors que voilà. Donc, quand est-ce qu'on aura la liste vraiment de ceux qui sont performants et ceux qui ne le sont pas? Aujourd'hui, l'État ne peut pas. En fait, historiquement, effectivement, vous avez été habitué à une liste avec la Covid où on avait une sorte de régime dérogatoire qui permettait aux autorités de faire leurs propres tests indépendants de performance et d'inscrire ou pas des tests sur une liste. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'État n'a plus la possibilité de faire ça. On n'est plus dans un régime dérogatoire et le seul élément auquel elle doit se fier pour l'instant, c'est le marquage CE. Et on sait qu'aujourd'hui, le marquage CE, c'est, si vous voulez, un organisme notifié qui donne ou pas le marquage, qui est basé sur des tests de performance qui sont eux-mêmes organisés par les industriels. Et parfois, effectivement, ces tests ont des gros biais, notamment avec des échantillons qui ne sont pas des échantillons présélectionnés, congelés. On ne sait pas s'il y a eu une répétition de l'échantillon sur le même test, etc. etc. Et nous, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est le fait qu'on avait des tests parfois qui avaient des sensibilités de 90%, voire 99% sur des tests, par exemple, qui avaient une sensibilité de 99% sur la grippe, alors que la HAS, elle, dans les tests qu'elle a reçus pour mener son étude, elle a dit que le meilleur test avait un tout petit peu plus de 90%. Donc, on s'est dit, c'est un petit peu curieux que plein de tests, et notamment des tests avec des fabricants, notamment d'un certain continent, ont ces résultats-là. Et puis, en remontant un petit peu la pelote, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de performance. On travaille avec les autorités pour voir si on peut éventuellement avoir cette liste. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est en train d'aboutir. Peut-être qu'un jour, le remboursement sera conditionné à être sur cette liste, mais en tout cas, aujourd'hui, même celui qui a des résultats de performance assez faibles peut quand même être mis sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on vous met vraiment en garde sur ces tests-là. On travaille notamment avec avec une revue scientifique à comité de relecture qui est en train d'étudier la question et si elle pourrait, publier finalement un tableau sur les résultats de performance qui pourrait éclairer les pharmaciens. Et aujourd'hui, on est assez mal à l'aise pour vous faire ce tableau-là parce que vous comprenez bien que derrière, il y a quand même des enjeux industriels où on pourrait être attaqué pour des industriels, etc. etc. Donc, vraiment, attention aux tests que vous référencez. Regardez le rapport HS de juin 2023. Ils ont passé en revue quelques tests et ils ont gardé, eux, seulement les plus performants. Et je pense que peut-être actuellement, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Regardez ce rapport HS de juin 2023 sur les tests combinés et vous sélectionnez ceux qui sont arrivés dans les premiers dans ce rapport HS. Juste avant de prendre une autre question, Charlotte, deux points que vous avez vus dans les questions-réponses. On a Monsieur Pascal Pichon, qui est un inspecteur de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, un pharmacien inspecteur, qui répond que les tests prescrits seront bien remboursés. Donc voilà, vous voyez, merci Monsieur Pichon. On a plus de renseignements par l'ARS que par le ministère, c'est top. Mais ça, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué, puisque généralement aussi, on vous donne des informations en amont du ministère. Et puis pour Céline, la question qui demandait si les flags qui sont déremboursés, eh bien, c'est demain. Réellement, demain. Charlotte, tu as d'autres questions? Oui, je laisse Théophile Sibel reprendre la parole. Vous ouvrez votre micro. Bonjour, j'ai noté, merci pour la conférence, j'ai noté que nous serions payés que 7,50 € pour la grippe et le Covid. Est-ce à dire que dès lors, je ne dois plus faire la promotion
c'est-à-dire prescrire en quelque sorte, ne plus faire et ne plus conseiller aux patients de se faire vacciner, puisque je n'ai personnellement désormais plus envie de ne pas être payé pour le travail et le travail de santé publique dont je me sens responsable quelque part, mais dont on ne veut pas reconnaître mon rôle, si je puis dire. Alors, je reconnais bien là, Théophile, ton envie de nous titiller tous, et je te remercie parce que c'est souvent toi qui fais avancer les choses beaucoup. Oui, donc je pense qu'on a quand même un devoir envers nos patients, et ça on peut pas le nier. Voilà, tu l'as dit, hein, on a notre devoir de santé publique. Par contre, je pense que c'est une aberration, comme on l'a dit, et je te rejoins complètement. Et tout ça va dans le même sens, te dire que l'avenant numéro 1 était sûrement un avenant qui a été bâclé. Eh bien, demandons à l'État de réouvrir un avenant numéro 2 où clairement on nous reconnaîtra notre mission de promotion de la vaccination, et clairement on nous paiera pour ce que l'on fait. Et là, je te rejoins. Donc voilà, moi, à titre personnel, je n'arrêterai pas de faire la promotion de cette vaccination parce que je m'en voudrais qu'une patiente âgée ou un patient âgé soit hospitalisé parce que j'ai pas proposé de la vaccination grippe, pardon, ou la Covid. Mais par contre, ça me fait dire qu'il faut qu'on remonte les manches en tant que syndicat pour aller se battre pour récupérer ce que l'avenant 1 ne nous a pas donné. Merci. Merci à toi. Voilà, plus d'autres choses pour la grippe Covid. On va faire le point maintenant. Oui, pardon. Non, j'ai dit pour l'instant pas de questions. On peut continuer, pardon. Merci, Charlotte. On va attaquer l'autre point qui est la prescription en ordonnance sécurisée du tramadol et de la codéine. Alors, voilà, cette mesure, elle a été faite pour éviter le mésusage et la dépendance. Hein, mais bon, voilà, il faut quand même qu'on soit très clair par rapport à certains éléments. Elle ne sera pas rétroactive. Donc, toutes les ordonnances qui auront été faites avant le 1er mars seront valables, dans la mesure de 3 mois. On est bien d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'une ordonnance pour 6 mois, on pourra bien sûr pas enfin, Seb, là, tu m'arrêtes hein, si jamais. De toute façon, c'est toi qui vas aller tout expliquer. Mais voilà, donc elle ne s'applique pas rétroactivement. C'était ce qui était dit au départ par la NSM. Lors d'une réunion avec le ministère, on nous a dit si, il faut des nouvelles ordonnances tout le temps. Et puis finalement, ils sont revenus en arrière. C'est pour vous dire, comme là aussi, c'est parfois aléatoire quant aux réponses qu'on peut avoir. On a cependant une période de tolérance qui est prévue jusqu'au 31 mars, à titre dérogatoire. Sera concerné tout ce qui est à base de codéine, donc bien sûr les sirops antitussifs aussi également. La malignalgie ne seront pas concernés. Et donc voilà, je te laisse, Seb, redéfinir un petit peu tout ce qui va se passer, y compris avec la e-prescription. Enfin non, on me reprend tout le temps, la prescription électronique, puisque paraît-il, il faut causer moderne. Bonjour à tous, oui, merci Pierrot. Tu as déjà dit beaucoup de choses, je vais quand même me permettre de redire certaines choses. Moi, le point que je vais vous faire, il est très technique, hein. Ce n'est pas du tout sur le fond, c'est sur la forme uniquement. La mesure qui s'applique à partir de demain, c'est une mesure qui devait s'appliquer à partir du 1er décembre, qu'on n'a pas pu appliquer pour des raisons techniques. Hein. Et ça concerne, comme tu l'as dit, la codéine, l'hydrocodéine et le tramadol. Donc à la fois les antalgiques d'opiacés 2 et les sirops antitussifs. Tous ces médicaments-là doivent, à partir de demain, être prescrits sur ordonnance sécurisée, en toutes lettres. En gros, ça devient des assimilés stupéfiants. C'est ce que ça veut dire. Une chose importante, comme tu l'as dit, ça ne s'applique pas aux prescriptions qui ont déjà été rédigées avant le 1er mars. C'est-à-dire que toutes les prescriptions de codéiné, d'antalgique palier 2 ou de sirops antitussifs qui sont rédigées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas concernées par la mesure et ne sont pas concernées par la mesure jusqu'à la fin de leur durée de validité. C'est là peut-être où on a... Alors pour le tramadol, c'est forcément 3 mois, mais pour la codéine, jusqu'à demain, ce n'est pas forcément limité à 3 mois. Et d'après la note que l'on a reçue, on pourrait très bien avoir une ordonnance de codéine pour 4 ou 5 mois à partir de aujourd'hui et qui sera encore valable dans 4 mois. Et puis la dernière chose là-dessus, c'est que on a une période dérogatoire où on nous demande jusqu'au 1er avril de bien vouloir accepter les ordonnances qui ne seraient pas sécurisées pour les codéinés. Donc ça revient à dire tout simplement que la mesure ne s'appliquera qu'au 1er avril. Hein, c'est ça, hein, c'est tout simplement ça. C'est encore une manière de détourner, de repousser cette mesure. Alors, je voulais surtout vous faire un point sur les ordonnances sécurisées et les ordonnances électroniques, parce qu'on pourra honorer
à partir même d'aujourd'hui, on peut honorer à partir d'aujourd'hui les prescriptions d'assimilés stupéfiants et de stupéfiants à la fois sur ordonnance sécurisée et sur ordonnance électronique. Et ça, c'est une nouveauté. Mais pour pouvoir les honorer sur ordonnance électronique, il faut bien évidemment que celle-ci soit une vraie ordonnance électronique, et je vais vous en montrer une, et ensuite que vous traitiez cette ordonnance électronique comme telle. Alors, je vais me permettre de partager mon écran pour vous montrer ce que c'est qu'une ordonnance électronique. Hop, là voilà. Je pense que vous voyez mon écran, je pense que vous voyez cette partie-là, cette ordonnance. Je vais essayer de la grossir un peu. Hop. Ouais, ça ne change pas grand-chose. J'espère que vous voyez suffisamment. Une ordonnance électronique, c'est ça. C'est un document qui est écrit sur papier libre, mais qui comporte un certain nombre d'informations. Et les plus importantes, c'est celles qui sont en bas. C'est-à-dire que vous allez retrouver un QR code qui est d'une certaine taille, il fait pratiquement 5 cm sur 5 cm, avec la mention e-prescription, un numéro en dessous et des phrases à côté. Et ces phrases vous disent que cette prescription a été déposée sur les serveurs de la sécurité sociale. Ça, c'est une vraie prescription électronique au sens légal du terme, et ça ne correspond pas aux prescriptions sur lesquelles on pourrait avoir des QR codes de plateforme qui nous renvoient sur un site sur lequel il faut valider, qui n'ont absolument aucune valeur légale et qui ne présagent en rien de la délivrance ou pas de ce qu'il y a de l'ordonnance ou de la validité de l'ordonnance. Ces ordonnances-là, si vous les traitez comme telles dans votre LGO, c'est-à-dire que si votre LGO, vous pouvez lire ce QR code, traiter l'ordonnance avec le QR code et valider à la fin votre dispensation avec ce QR code-là, sont réputés comme sécurisés et vous pouvez délivrer stupéfiants et assimilés sans avoir besoin de support sécurisé. Je vous montre autre chose qui peut vous être utile, c'est la liste des logiciels de gestion officinaux, c'est tous ceux qui sont en vert, qui sont autorisés aujourd'hui à déployer France entière leur solution d'ordonnance électronique. Donc si vous faites, si aujourd'hui vous avez Léo, LGPI Equascience, PharmaVital, Pharmaland, Pharmony, SmartRx, Visiopharm et WinPharma, et que vous ne savez pas comment utiliser les ordonnances électroniques avec votre LGO, je vous encourage vivement à prendre contact avec votre éditeur pour que celui-ci soit vous mette la bonne version si vous ne l'avez pas, soit vous active la fonction si elle n'est pas activée, ou en tout cas vous forme pour pouvoir utiliser ces fonctions-là, puisque la formation doit vous être donnée et gratuitement. Alors, ensuite, ordonnance sécurisée ou ordonnance électronique pour ceux qui ne peuvent pas lire les ordonnances électroniques. Eh bien, on est dans une période de transfert, de transition, pendant laquelle tous les médecins, parce que vous voyez qu'il n'y a pas tous les logiciels médecins non plus qui sont capables de produire des ordonnances électroniques. Tous les logiciels médecins ne sont pas capables de produire des ordonnances électroniques et tous les logiciels pharmaciens ne sont pas capables de les lire. Donc pendant cette période de transition, eh bien, si vous n'êtes pas en capacité de lire une ordonnance électronique, vous pouvez exiger de la part du médecin la production d'une ordonnance sécurisée. Et les médecins, normalement, sont tenus de continuer à fournir des ordonnances sur support sécurisé pour que le pharmacien puisse être en capacité, quel que soit son logiciel, de pouvoir lire ces ordonnances-là. Voilà pour la procédure. Maintenant, une procédure dérogatoire qui nous a été proposée la semaine dernière et qui entre en vigueur à partir de demain, c'est la procédure de prescription des médicaments à base de tramadol et de codéine par les services d'urgence, les SAMU et les SAS. Jusqu'à maintenant, vous le savez, en garde, on arrivait à des coups de fil des SAMU qui nous disaient « Donnez-moi votre numéro de fax pour qu'on vous envoie une ordonnance pour tel ou tel médicament ». Le fax n'est absolument pas sécurisé, n'est pas RGPD, ne correspond pas au principe de sécurisation de la chaîne de transmission de l'ordonnance. Donc, il fallait trouver notre moyen. Et pour l'instant, les services de SAMU ne sont pas en capacité de produire des ordonnances électroniques parce que leurs logiciels ne sont pas compatibles. Donc, on a mis en place une procédure dérogatoire pendant laquelle les services du SAMU pourront vous envoyer par messagerie sécurisée directement du prescripteur à la pharmacie l'ordonnance sécurisée ou la copie de l'ordonnance de tramadol. Alors, ça nécessitera forcément que le SAMU vous appelle pour savoir sur quelle messagerie on vous l'envoie, ce qui est pas mal parce que ça permet d'avoir un contact avec le prescripteur, et vous pourrez la récupérer directement ensuite dans votre messagerie. Et là, vous serez sûr de l'authenticité et de l'unicité de l'ordonnance, puisque l'authenticité, elle sera garantie par l'expéditeur de la MSS, puisqu'on ne peut pas le galvauder, et l'unicité, parce que tout simplement, le prescripteur ne peut vous l'envoyer qu'à vous. Je pense que j'ai à peu près terminé sur la procédure. Est-ce que vous auriez des questions? Moi, j'ai une toute petite précision, parce que ça m'est arrivé. Si le QR code n'est pas lisible, on peut aussi taper le code en dessous du QR code pour retrouver la... Alors, oui, tu fais bien de le dire.
Si le QR code n'est pas lisible, si votre scanner n'est pas capable de le lire, je vais vous remontrer une ordonnance sécurisée. Vous avez en dessous du QR code, mais ça nécessite quelques petites précautions quand même. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, à cet endroit-là, en dessous, vous avez e-prescription et le numéro de la e-prescription. Il y a quand même une grosse différence entre le numéro de la e-prescription et le QR code. C'est que le QR code renseigne un peu plus de renseignements. Et si vous tapez le numéro de la prescription, vous serez obligé de renseigner en plus les coordonnées du médecin. Parce qu'ils ne sont pas contenus dans la e-prescription, ils ne sont pas contenus dans l'image de la e-prescription qui est sur les serveurs de la sécurité sociale. Ok. Et pour renseigner le médecin, souvent, on vous demande de renseigner 2 numéros, à la fois le RPPS qui est obligatoire, et soit le numéro d'assurance maladie, c'est celui qu'on connaît tous, donc c'est bien, c'est celui-ci qu'on utilise tout le temps, soit le numéro finesse géographique. Celui-ci, vous ne le trouverez pas, sauf dans l'annuaire santé, donc laissez-le tomber. Pensez au numéro d'assurance maladie. Petite question, si le médecin n'a pas fait de prescription ni sécurisée papier ni QR code, ou notamment par exemple un service d'urgence, ou qu'on n'est pas en capacité de lire une prescription électronique, est-ce qu'il est toléré d'appeler le médecin pour sécuriser par un appel la prescription et de notifier sur la prescription comme qu'on a appelé et que le médecin confirme bien que c'est bien sa prescription, qu'elle est sécurisée, etc. Jusqu'au 1er avril, oui. Après, à partir du 1er avril, je ne sais pas. Tiens, ça tombe bien, on a M. Pichon, si par hasard il veut nous répondre ou nous apporter une précision. Mais on tombe dans le droit commun des stupéfiants et à mon avis, non. Non, non, ce ne sera pas possible, c'est sûr. Juste un petit point avant de prendre les questions. Vous avez vu qu'il y a eu un message qui a été envoyé à tous les pharmaciens par l'assurance maladie en disant si vous n'êtes pas capable de lire le QR code, renvoyez vos patients dans une pharmacie qui est capable de faire. Voilà, je trouve que c'est un peu cavalier comme façon de faire et c'est pas la bonne réponse. Et j'ai quand même posé la question au ministère en disant quand on est de garde et qu'on est donc la seule pharmacie en capacité à dispenser les médicaments sur une période de garde, j'envoie mon patient où? J'avais proposé que l'assurance maladie le prenne en charge. Voilà. Ça montre soit une simple méconnaissance, parce que quand on est en campagne, la prochaine pharmacie, elle peut être à 10 ou 12 km, ou en tout cas, peut-être un grand mépris de la profession. Et de toute façon, la réponse, nous, c'est pareil. Dans ces cas-là, on peut peut-être dire aussi que si le médecin n'est pas en capacité de produire une ordonnance sécurisée, on va faire changer le médecin, le patient du médecin. Voilà. Donc, juste que vous reteniez bien que ce n'est pas la simple émission du QR code sur une ordonnance qui sécurise la prescription, c'est le fait de nous lire ce QR code. C'est bien l'ensemble de la procédure qui fait que c'est sécurisé. Charlotte, il y en a des questions? Il y a 4 personnes qui lèvent la main. Je laisse Lise Lévesque ouvrir son micro et poser sa question directement. Oui, bonjour, Lise Lévesque de l'APM. Juste une petite question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pharmacies qui ne sont pas encore équipées aujourd'hui? Je peux vous montrer c'est pas moi, les chiffres, c'est la sécurité sociale, c'est la DNS et l'assurance maladie. Je peux vous montrer, vous aurez la réponse comme ça immédiatement. Hop, hop. C'est un point qui a été fait à date du 31 janvier, et comme vous pouvez voir, en 31 janvier, il y a 11 000 pharmacies qui ont pu effectuer une ordonnance, qui ont pu lire une ordonnance électronique. Donc, on est loin des 19 000 pharmacies que nous avons actuellement, mais ça veut dire aussi que beaucoup de pharmacies n'ont pas activé ou n'ont pas su utiliser la fonctionnalité. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que quand vous voyez le nombre de logiciels qui sont compatibles, vous voyez que vous avez plus de 99% du parc des pharmacies qui peuvent être compatibles, mais que les pharmaciens ne sont pas au courant de cette fonctionnalité dans leur logiciel. Nous avons une question de Frédéric Méry. Vous pouvez ouvrir votre micro directement. Frédéric? Bon, nous allons passer à Sophie qui pose aussi une question. Vous entendez? Non, ça marche ou pas? Non, ça marchait pas. Oui, ça marche, c'est bon? Oui, ça marche. Oui, alors plusieurs questions ou remarques, parce que nous, par exemple, en Haute-Marne, on a ce que j'appelle le 15 bis, où on reçoit des ordonnances par fax. Donc moi, j'ai plus de fax, donc ils me les envoient par mail, et mail pas sécurisé, puisque bon, on m'a clairement dit qu'ils n'auront jamais de mail sécurisé et que fallait qu'on fasse avec, et puis c'est tout. Donc comment on va faire dans ce cas-là? Parce qu'à mon avis, on n'aura jamais non plus le QR code. Donc à ce moment-là, on refuse la délivrance
de tout ce qui est codéine ou tout ça, quand on est de garde, alors, du coup. Je suis désolé de te dire ça, mais oui. Oui, Mhm. parce que c'est comme un stup, hein. C'est comme un stup. Est-ce que tu Ouais, délivrerais un stup sur une ordonnance simple ou sur un bout de papier? Non. À eux de se mettre à la page aussi. Ils en ont les moyens. Je crois que tous les professionnels de santé inscrits à l'ordre, que ce soit des médecins ou des pharmaciens, a accès à une messagerie sécurisée par Mailise. Il est hors de question, il n'est pas normal qu'un médecin te dise qu'il n'a pas accès à une messagerie sécurisée. On a tous accès à une messagerie sécurisée, au moins personnelle. Ouais, enfin, ça, c'est en théorie, mais en pratique, je vois bien, je me bats depuis avec beaucoup d'hôpitaux, etc., pour avoir des mails sécurisés. J'ai le cas d'une consoeur où c'est un de ses médecins qui va bientôt partir en retraite, donc il n'a plus envie d'acheter non plus de blocs sécurisés, donc il dessine les cases à la main. Et moi, j'ai un de mes principaux, j'ai 2 généralistes, donc un des deux où il fait aucune ordonnance informatisée, donc il va falloir qu'il fasse tout à la main. Donc on n'aura jamais. Est-ce que, voilà, ma question c'était, est-ce que les médecins, eux aussi, ils ont un calendrier où ils sont obligés de s'équiper d'un logiciel pour faire ces QR codes, quoi? On a été obligés tous à partir du 31 décembre 2024. Simplement, bon, les logiciels n'est pas tous compatibles. Il y a eu du retard à l'allumage, mais aujourd'hui, 90% du parc, 95% du parc est compatible. Mais de toute façon, ce que tu fais remonter est un réel problème. On voit bien que l'hyper-administrativité de la France est en train de nous tuer. Donc, je ne voudrais pas avancer, parce qu'on va parler sur les analogues de la GLP1 et aussi de ce sujet-là. Et puis aussi, à Pharmagora, on va aussi en parler fort. Mais il faut absolument qu'on fasse un choc de simplification de beaucoup de choses et que les gens comprennent que une loi, si elle est là pour protéger les patients, elle est bonne. Mais quand elle est là pour emmerder les professionnels de santé, elle n'est pas bonne. Et il faut que tu nous fasses remonter tout ça, tous les soucis que tu auras pour que nous, on puisse avoir suffisamment de billes pour arriver au ministère et à la CNAM en disant « Regardez, ce que vous nous proposez pose problème dans tel et tel et tel cas. » Oui, mais les problèmes, voilà, sur le terrain sont nombreux. Et c'est vrai que ça serait le rêve si vraiment on n'avait que des ordonnances sécurisées. Bon, après, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres logiciels, mais il y a des choses à parfaire, parce que quand on lit le QR code, par exemple dans WinPharma, systématiquement, il met 1 en quantité sur toutes les boîtes. Des fois, il y a des équivalences, on va dire, qui se font pas bien, etc. Donc, bon, au fur et à mesure, on voit bien que ça évolue et qu'on a de plus la main pour corriger et tout ça. Mais bon, même le fait de devoir rescanner finalement la feuille, alors que vu qu'on va sur le serveur, on devrait pouvoir la récupérer automatiquement, il devrait l'avoir, quoi. Ça, il y a des phases, en fait. Il y a des phases, hein. Effectivement, on leur a demandé petit à petit de faire des choses. Au début, ils vont garder l'ordonnance scannée. Voilà, ils ont 3 phases de montée en charge. Et les phases, elles ont comme but d'avoir une montée en charge progressive. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire part des dysfonctionnements aux éditeurs pour qu'ils améliorent, parce que c'est pas la CNAM, elle ne définit pas tout ce qu'ils doivent faire avec la prescription électronique. Et souvent, les bugs qu'on relève dans les logiciels, ce n'est pas forcément du fait de la CNAM, c'est surtout la façon d'avoir interprété le cahier des charges, voire la façon d'avoir rendu ça pratico-pratique ou pas. De la part du logiciel, il y a des logiciels qui font des complexités et d'autres non. Donc, pas hésiter à remonter à ton logiciel. On se rend compte, oui, comme tu le dis très bien, que les logiciels n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Et là, on a des extrêmes. Là, SmartRx qui est arrivé le dernier sur l'ordonnance numérique. Il faudrait qu'ils apportent un peu de souplesse dans leur utilisation de l'ordonnance numérique dans leur logiciel, parce qu'il y a aujourd'hui, c'est très, 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 très fermé. Mais ça, c'est pas de la faute de la CNAM, c'est une interprétation de leur part du cahier des charges qui met le pharmacien dans un carcan. Et tout ça, c'est les utilisateurs qui vont permettre d'assouplir tout ça. D'accord, mais bon, moi, j'ai très confiance dans les pharmaciens. Je sais que nous, on y sera capable, mais ce que j'ai beaucoup plus de doutes, c'est les médecins. Bah, là, c'est le boulot du ministère, hein. Je suis désolé, mais il y a une note ministérielle et il faut aussi que le ministère fasse le ménage. C'est-à-dire que c'est bien gentil de bien vouloir nous opposer des mesures administratives, mais dans ces cas-là, il faut les opposer à tout le monde, hein. Oui, mais au final, c'est toujours le pharmacien qui est en bout de chaîne et qui est embêté, quoi. Le médecin, lui, il s'en cogne, il a ses 30 € sans aucune contrepartie, et nous, on rame derrière, justement, ce que disait. On a bien compris. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. Juste peut-être passer à d'autres questions, parce qu'on a le temps de lever et pouvoir répondre à tout le monde.
Oui, c'est vrai, le temps passe, il est déjà 11h50. On va essayer de répondre le plus possible à vos questions. Encore une fois, si jamais on ne peut pas répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail à uspo@uspo.fr vos questions. On y répondra par la suite directement. Alors, on a une question de Sophie. Vous pouvez directement ouvrir votre micro et nous poser votre question. Oui, déjà bonjour et merci. Et puis je vais essayer de faire rapidement. En fait, hier, on a reçu un mail un mail de l'ordre et en fait, ils ont fait paraître un article sur le tramadol et la codéine. Et il y a marqué: «À titre dérogatoire, la NSM demande à ce que les prescriptions établies entre le 1er et 31 mars, qui ne seraient pas sur ordonnance sécurisée, soient tout de même honorées». J'ai compris que c'était qu'une demande et que ça n'avait pas forcément été accepté, enfin, ou qu'on n'avait pas eu la réponse. J'ai eu le pharmacien conseil de la sécu du 92 ce matin et donc si ça peut aider d'autres pharmaciens, donc je vais vous dire, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'en fait, il faut absolument que ce soit sur une ordonnance sécurisée, mais par contre ou sinon, il faut qu'on demande une ordonnance sécurisée, mais en situation d'urgence, il fallait absolument passer un coup de fil au médecin, même si le médecin, enfin, était un hospitalier et qu'il fallait inscrire sur l'ordonnance que l'on avait contacté, le médecin à telle date avec un accord de délivrance, et que c'était dans un contexte d'impossibilité d'avoir une ordonnance, sécurisée, donc signature du pharmacien, plus nom, plus tampon. Donc en fait, la mesure dérogatoire, elle a été acceptée ou pas? Oui, la note ministérielle est très claire. Je vais vous la lire parce que je l'ai sous les yeux. D'accord. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Je ne fais que lire D'accord, ce qui est d'accord. indiqué par le ministère. C'est marqué: à titre dérogatoire, nous demandons à ce que les prescriptions établies entre le 1er et le 31 mars 2025, qui ne seraient pas sur ordonnance sécurisée, soient tout de même honorées pour la durée du traitement prescrit, incluant les éventuels renouvellements, sans autre forme de procès. Ce qui veut dire que tout ce que vous me dites et ce que le médecin conseil de la CPM vous demande, il a sorti ça de je ne sais pas où, hein. Mais c'est pas ce Oui, qu'on nous demande, hein. j'étais pas au courant. Vous voyez bien D'accord. la difficulté qu'on a parce que la NSM donne une position, la CNAM et le ministère avaient une Oui. position qui n'était pas la même. Ils écrivent sans avoir la position de tout le monde et finalement, on est obligé de faire des contre-vérités de ce qu'il a été écrit. Et ça c'est ingérable pour tout le monde. Je parle pour tous les pharmaciens, et y compris pour nous au niveau du syndicat, parce que quand on vous édicte, voilà ce que vous devez faire, ben, quand ça change autant de fois qu'il y a 10 minutes dans une heure, Oui. et ben, ça devient complètement compliqué. Mais D'accord. voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est bon, vous pouvez le faire. On a le ministère qui a validé. D'accord, merci et juste, par rapport, en fait, aux ordonnances qui avaient déjà été rédigées, donc le tramadol, je comprends que c'est 3 mois, mais est-ce que du coup, pour la codéine, on s'arrête à 3 mois ou on s'arrête jusqu'à la fin de l'ordonnance? Non, c'est ça? Sur la Moi, fin je l'ai compris jusqu'à la fin de l'ordonnance. d'accord, Vu comme la note est rédigée, je l'ai compris jusqu'à la fin de l'ordonnance. Peut-être qu'on vous dira dans d'accord, 3 jours, non, c'est 3 mois, mais en tout cas, merci. aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de l'ordonnance. D'accord, merci beaucoup, j'ai fini. Allez, on Nous en avons prend encore deux. une question de Monsieur Brégère, oui, puis après on va peut-être répondre encore à deux questions et ensuite on devra vous dire au revoir. Donc je laisse Monsieur Brégère poser sa question. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces explications très très claires. Qu'est-ce qu'il en est entre prescription sécurisée, ordonnance électronique avec des plateformes du style Tessan et Medadome? J'ai cru comprendre quoi. Le bruit a couru que Medadome ne voulait plus, avait donné des ordres pour ne plus prescrire des ordres, des directives aux pharmaciens, aux médecins prescripteurs pour ne plus délivrer de médicaments codéinés. C'est une fake, c'est une réalité. J'ai entendu la même chose que toi, j'ai vu le même mail que toi, je suppose, puisqu'effectivement, j'ai vu une plateforme qui disait que ces médecins ne seraient plus en capacité de prescrire tramadol et codéiné. C'est très clair, à partir de demain, s'ils ne sont pas en capacité de produire une ordonnance électronique, ils ne sont pas en capacité de prescrire des codéinés. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour se plier à l'ordonnance électronique. Et le problème, c'est qu'avec des discours comme celui qu'on vient d'entendre, enfin comme celui que toi et moi avons entendu, j'ai peur que ces gens-là ne se fichent un peu de la réglementation et passent outre tout ça. Donc, dans ces cas-là, il y a une rupture du cahier des charges qu'on a passé avec ces plateformes. On nous a demandé, l'assurance maladie nous a, entre guillemets, incité à nous équiper de telles cabines. Pour moi, s'ils ne sont pas capables de s'y mettre, il y a une rupture du cahier des charges. On est d'accord. Mais enfin, pour revenir sur la prescription, les deux gros pourvoyeurs d'ordonnances qui sont potentiellement frauduleuses étant l'hôpital et les téléconsultations,
c'est dommage de ne pas s'attaquer à ces deux personnes, ces deux structures qui sont en capacité de faire des ordonnances frauduleuses. Enfin, bien sûr, ce n'est pas l'hôpital qui fraude, mais ce sont les patients qui se servent d'ordonnances hospitalières pour frauder. C'est dommage de ne pas les avoir inclus dès le début. Mais ça, c'est quand on a une vision qui est assez raccourcie des choses. Allez, on passe sur un autre point, on répondra à la question par mail pour avancer. Le point suivant, c'est sur les biosimilaires. Vous avez vu qu'on a eu la liste des médicaments biosimilaires qui est sortie et qui va permettre de pouvoir faire de la biosubstitution. Le pharmacien se voit enfin confier une substitution biosimilaire élargie. On n'avait que 2 molécules, maintenant on en a accès à 9, de croix de mémoire. C'est une nouvelle fois après les génériques, c'est reconnaître l'expertise du pharmacien dans cette substitution et dans la capacité qu'on a à prendre en charge les patients. Donc, on vous a transmis différents points sur la substitution dans le point info qui est parti hier. Les conditions pour que la substitution soit faite, il faut respecter différents formalismes. Le prescripteur doit informer le patient de la possibilité de la substitution. Le pharmacien informe le patient qu'il substitue son médicament de référence. Il va le mentionner sur l'ordonnance, bien sûr, alors via le ticket vital en particulier. Le pharmacien va informer le prescripteur. Toujours pareil, de toute façon, ce sera mis dans le DP du patient, dans le NS du patient, puisque le remboursement y sera, donc le médecin y aura accès. Et puis, le pharmacien va procéder à l'enregistrement du nom du patient, etc., et du nom du médicament, comme on le fait pour tout médicament avec notre ordonnancier. Et aussi, essayer, comme on le fait pour les génériques, sauf rupture, d'avoir une continuité dans la dispensation des médicaments. On a un cadre économique qui est là, mais qu'il va falloir préciser. Alors, juste avant de parler de ça, je pense que les recommandations de la NSM sont de pouvoir substituer à l'initiation des traitements ou en cours de traitement. Ce n'est pas forcément que à l'initiation, comme certains l'avaient demandé au départ. On pourra le faire pour tous les médicaments qui sont tombés dans le domaine public, mais il y aura une nécessité d'accompagner le patient. C'est-à-dire qu'il va falloir voir quel est le mécanisme, quel est le dispositif médical le plus adapté au patient et comment on va pouvoir l'accompagner pour lui faire une éducation thérapeutique pour pouvoir lui donner le dispositif qui va être le plus facilement utilisable. Je reprends l'exemple de l'Humira, c'est un exemple que je prends souvent. Quand on a un patient qui est traité pour une maladie digestive, eh bien, il se sert parfaitement de ses 2 mains. On peut donner n'importe quel dispositif. Par contre, quand on a un patient qui a des articulations complètement déformées par une maladie des articulations, on ne pourra pas utiliser n'importe quel dispositif médical, il faudra l'adapter. On va à l'USPO faire des petites capsules où on va, par médicament, montrer tous les dispositifs qui existent pour que vous puissiez après vous en servir pour montrer à vos patients. Ce sera fait assez rapidement, mais dans un deuxième temps. Le cadre économique de la substitution est à définir, est à préciser. Aujourd'hui, on ne perd pas d'argent à substituer puisqu'on a des égalités de marge. On a marge biosimilaire égale marge bioréférent. Donc, on ne perd pas d'argent à substituer, c'est déjà une chose. C'était la première marge qu'il fallait absolument que l'on ait. Par contre, aujourd'hui, nous n'avons pas d'incitation économique prévue pour substituer. Je vous rappelle que quand on faisait pour les génériques, on avait 2 incitations. On avait une libéralisation des remises, jusqu'à 40%. De remise sur les boîtes, sur les molécules, et puis on avait aussi une ROSP. J'ai demandé avec l'USPO, enfin le conseil d'administration m'a mandaté pour demander à l'ancien ministre, qui était M. Valtou, d'avoir les mêmes choses pour les biosimilaires, égalité de marge, ça c'est bon, c'est obtenu, libéralisation des remises et ROSP. On m'a dit libéralisation des remises, ça va arriver, donc c'est toujours pas là, mais ça va arriver. Quant à la ROSP, on nous a fait comprendre que ce n'était pas possible. Et quand j'ai creusé pour savoir pourquoi ce n'était pas possible, eh bien, ce n'est pas possible parce que la ROSP a déjà été fléchée vers d'autres professionnels de santé que sont les médecins. C'est-à-dire que quand on va substituer les biosimilaires, on va faire gagner de l'argent aux médecins sur le ROSP. Je trouve que c'est un petit peu dommage que nous ne soyons pas impliqués économiquement dans cette substitution, qui était un gagnant-gagnant pour l'assurance maladie et le pharmacien. Quant à la libéralisation des remises, donc c'est en cours, ça a été acté dans le PLFSS, on n'a pas le niveau, mais c'est en cours. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne tolérera pas d'avoir une baisse de remise générique pour compenser la remise biosimilaire. Parce que c'est ce que le ministère, là aussi, m'a écrit en me disant, on va vous donner une remise biosimilaire, mais en même temps, on ira baisser la remise que vous avez sur les génériques.
Et ça, c'est inentendable. Inentendable. Ça a été dit aussi par M. de Saint-Martin, l'ancien ministre du Budget, lors de son entrée de discours du PLFSS au Sénat, en disant qu'il voulait baisser les remises génériques à hauteur de 100 millions d'euros. Vous le retrouvez, c'est sur tous les YouTube qui existent. Donc, sachez que nous, on continuera à se battre pour que ça n'arrive pas. Il faut donner de l'économie et du volet économique aux pharmaciens. Les biosimilaires en sont une source, mais il est hors de question d'accepter que ce soit avec une perte de rentabilité sur les génériques. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus aussi. Juste un tout petit complément. Tu disais, Pierre, on va faire des capsules vidéo sur les démonstrations. N'hésitez pas aussi à commander des dispositifs factices. Notamment, Pierre parlait de Lumira, adalimumab. Vous savez, il y a trois grandes catégories dans l'adalimumab. Il y a les seringues. Bon, les seringues, ça reste des seringues. Globalement, elles sont toutes les mêmes. Par contre, sur les stylos, il y a deux types de stylos. Il y a des stylos qui sont à bouton poussoir et il y a des stylos qui sont auto-injecteurs, un petit peu comme les adrénalines où on met sur le muscle et après ça descend. Donc, d'une part, si vous changez de forme, ça peut perturber le patient et puis tous les stylos ne sont pas exactement les mêmes. Donc, n'hésitez pas à commander des dispositifs factices de la marque que vous avez. Ça permet vraiment de rassurer le patient quant à son geste et d'avoir une meilleure acceptation. Et pour cette meilleure acceptation, on a mis un lien sur des fiches pratiques à destination des patients et des pros sur l'ensemble des médicaments bioréférents et biosimilaires qui vous permettent finalement d'avoir des informations précises et détaillées. Et finalement, effectivement, l'enjeu est d'avoir un discours assez rodé et assez précis parce que les patients, il y a peu de patients en fait, finalement, c'est des gros volumes euros, mais il y a peu de patients. Donc, effectivement, le moment où on doit convaincre le patient, on ne doit pas hésiter. Donc, tout ça, ça peut vous permettre de vous réassurer lors de cette proposition de substitution. Charlotte, est-ce qu'on a des questions sur ces biosimilaires? Pour l'instant, personne ne lève la main. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet QR. Merci. Merci beaucoup. Un avant-dernier point qui est assez clivant aujourd'hui, enfin non, clivant non, parce que tout le monde est d'accord, mais qui motive un peu les confrères, c'est les prescriptions sur un feuillet particulier, un CERFA particulier, des analogues de la GLP1. Et l'obligation depuis le 1er février que nous avons, avec une période de latence de 3 mois, là aussi, d'avoir ce papier, ce CERFA, pour justifier de la validité de la prescription selon l'AMM. Alors, on a bien compris que c'était pour éviter que les analogues de la GLP1 soient utilisés pour traiter l'obésité. OK, très bien. Mais aujourd'hui, dans le courrier Osmose, une fois de plus, que l'assurance maladie a fait partir, il précisait, ce courrier, que le CERFA devait préciser si la prescription était conforme à l'AMM, premièrement. Deuxièmement, était conforme à l'ITR, à l'intention de remboursement. Pour mémoire, les analogues de la GLP1 prescrits en association avec la metformine font que c'est de l'AMM et c'est remboursé. Une prescription d'analogue de la GLP1 sans metformine, quelle qu'en soit la raison, est aujourd'hui pas remboursée. C'est l'AMM, mais pas l'intention de remboursement. Tous les papiers que j'ai vus aujourd'hui, amenés par les patients, ne précisent pas l'ITR, ne précisent que l'AMM. C'est conforme à l'AMM. Et donc, on n'a aucune information sur la prise en charge ou pas. On a posé la question aux caisses. Les caisses nous disent, pour l'instant, l'ordre était de dire pas de co-prescription avec la metformine, pas de prise en charge. Apparemment, c'est en train de changer, mais moi, je n'ai pas de certitude aujourd'hui sur le fait que sans la notion d'ITR sur le volet, il y a une prise en charge par l'assurance maladie. Et puis, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que depuis hier, j'ai reçu des éléments qui montrent que ces CERFA ont été détournés, ont été frauduleusement détournés, et certains patients amènent des fausses ordonnances d'Ozempic avec en plus des capteurs freestyle, c'était le cas de l'ordonnance, et en même temps une fausse attestation. Et là, qui est responsable de quoi? On ne sait pas. Alors, si en plus, alors qu'on est dans une hyper bureaucratie de la France, une hyper administrative, alors je ne sais pas comment on dit, enfin, on complexifie tellement les choses à part une complexification administrative. On doit en plus aller vérifier que le CERFA est un CERFA réel, ça devient ingérable. Et j'ai même des ordres, des conseils régionaux de certains départements, de certaines régions, de l'ordre des pharmaciens, qui commencent à s'émouvoir de ça et qui commencent aussi à faire le buzz. Alors,
pour que l'ordre mette le doigt dans quelque chose qui est purement technico-facturation commerciale, c'est pour vous dire qu'il y a un gros ras-le-bol. Et aujourd'hui, on a aussi l'impression que ça a été fait en rapide, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de véritable réflexion sur comment faire pour sécuriser la prescription, comment faire pour que la prescription soit tout simplement en adéquation avec l'AMM et l'ITR. On a l'impression que tout le monde court derrière et qu'on va nous demander encore à nous, pharmaciens, de faire un boulot et de risquer d'avoir des indus. Alors, on nous a dit, dès lors qu'il y a le CERFA, il n'y aura pas d'indus. Mais maintenant qu'il y a des faux CERFA, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut vraiment, là aussi, qu'on ait un éclaircissement de tous, y compris du ministère, là-dessus. J'ai posé la question au directeur de la Sécurité sociale, pas à M. Fatome, hein, à Pierre Priville, directeur de la Sécurité sociale, donc une des directions du ministère de la Santé. Il nous a dit, on ne peut pas vous laisser comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas plus de réponse. Donc, déjà, on compte sur vous pour faire remonter les problèmes qu'il y aura. Et puis, on va encore se bagarrer là-dessus. On va encore se faire des copains avec l'assurance maladie qui a mis en place quelque chose qui n'est pas tellement pratique et réalisable. Guillaume, Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose? Allez, des questions? Sophie? Oui, alors en fait, c'est la question que j'ai posée en fait à l'inspectrice, enfin non, la pharmacienne conseil de la Sécu du 92 ce matin. Elle m'a dit qu'en fait, au niveau, donc tout en bas, il y avait marqué AMM ou non, et quand c'est coché AMM, enfin voilà, on se pose pas la question, on fait passer en remboursé, et puis qu'apparemment les médecins ont obtenu la prise en charge en dehors de l'ITR. Enfin, voilà, ça c'est. C'est ce qui semble. Mais moi, je voudrais avoir un écrit. Parce que si dans 2 ans, on revient en me disant, on revient en me disant, bah, AMM, ce n'était pas ITR, il devait y avoir pas de prix, il ne devait pas y avoir de prise en charge, il n'y a pas des indus qui arrivent. Et comme on sait que les caisses ont tendance à vouloir faire des indus un petit peu sauvages à certains moments, je ne voudrais pas que ce soit à l'origine d'indus, cette non-précision. Oui. Parce que quand même, le delta entre l'AMM et l'ITR, finalement, c'est les patients sous analogue du GLP-1 avec une intolérance ou une allergie à la metformine. Et il y a des caisses, comme l'a dit Pierre-Olivier, qui avaient commencé à faire des indus sur ces fameux patients sans coprescription de metformine. Et là, aujourd'hui, alors que le texte réglementaire dit la prescription renforcée, c'est l'ITR, on nous met une tolérance, plus ou moins, en disant, non, finalement, c'est toutes les indications de l'AMM. Donc, on voit bien que ce flou, il n'a pas été complètement préparé et ni accompagné, ce qui crée vraiment beaucoup d'hérissement de poils. Finalement, je trouve que la procédure ne sert pas à grand-chose, mais bon. Bref. On est bien d'accord. Surtout si en plus maintenant il y a des faux. Oui. Merci. Michel? Pardon. Oui, bonjour Pierre-Olivier, bonjour à tous. Simplement, une remarque, c'est que les médecins pourraient simplement mettre hors AMM sur l'ordonnance et c'est terminé, on n'a plus besoin de papier. On est d'accord, mais il faudrait encore que la sécurité sociale ait le courage de faire des indus aux médecins quand ils prescrivent hors AMM, mais qu'ils ne le mettent pas sur l'ordonnance. Et ça, c'est le vrai sujet. Il n'y aurait pas de papier, en fait, si la sécurité sociale ferait des indus aux médecins lorsqu'ils prescrivent hors AMM, mais qu'ils ne le mettent pas sur l'ordonnance. Merci, Michel. S'il n'y a plus de questions, aller sur le dernier point, qui est une volonté de l'assurance maladie de rediscuter du périmètre et des modalités des territoires fragiles. On a été destinataire, les 2 syndicats, d'un mail de la directrice adjointe de l'assurance de la CNAM, Madame Cazeneuve, nous informant du souhait de la CNAM d'engager des travaux avec le ministère afin que le gouvernement assouplisse, via un véhicule législatif qui va arriver, on ne connaît pas encore lequel, les critères liés aux territoires fragiles. Vous savez que les territoires fragiles nous occupent beaucoup et là, vous avez aussi chez nous Lucie Hélène qui s'est particulièrement penchée sur le sujet et qui, outre le fait de définir dans quel territoire on a une carence d'accès aux médicaments, va aussi définir la capacité qu'auront l'assurance maladie d'indemniser certaines pharmacies à hauteur de 20 000 €, puisque le premier point
qui est dans la convention, dans l'avenant, que nous n'avons toujours pas signé, je le rappelle, c'est de dire que les pharmacies doivent appartenir à un territoire fragile. Donc, la CNAM s'est rendu compte qu'on était très loin des 1000 officines qui avaient été estimées pour être dites fragiles et qui devaient de ce fait bénéficier d'aides conventionnelles promises. On en est à peu près entre 200 et 300 officines, donc beaucoup moins. Et je pense qu'en étant à 300, on est encore très, très, très positif, puisque là, je reprends certaines régions qui remontent, à chaque fois, il y a une dizaine d'officines qui sont en territoire fragile par grande région. Donc, vous voyez, il n'y a quand même pas énormément de grandes régions. Alors, certaines sont un peu plus pourvues en territoire fragile que d'autres, mais on est quand même, à mon avis, bien en dessous des 300 officines. Et ceci en raison d'un zonage qui est contraignant. Et on lui a rappelé d'abord que concernant le nombre d'officines actuellement identifiées comme fragiles, l'USPO avait souligné dès le début que ces textes n'étaient pas applicables ou difficilement applicables, puisque nous avons d'ailleurs fait un recours au Conseil d'État, un recours qui est encore pendant au Conseil d'État, contre le décret et l'arrêté qui était paru au mois de juillet. Et que devant ces textes qui sont difficilement gérables, on avait donc saisi la justice. Pour autant, le premier point pour avoir l'aide conventionnelle étant les territoires fragiles, il fallait trouver une solution. Il a été proposé par l'assurance maladie elle-même de tordre un peu la loi, de dire on fera fi du territoire fragile. Ce à quoi j'ai répondu, écoutez, non, vous avez mis un carcan, vous avez mis un critère, il faut respecter ce critère. Sinon, pourquoi une officine serait plus éligible qu'une autre si on fait fi des critères et si on se dit les critères ne servent plus à rien? Vous avez mis des critères, bon ben voilà, on respecte les critères. On peut éventuellement dire on va corriger l'avenant en modifiant les critères. Ça, c'est une possibilité. Et moi, j'ai rajouté tout de suite que j'étais assez pour ça, puisque si on corrigeait l'avenant, j'avais beaucoup de choses à y faire rentrer pour que l'économie de l'officine soit meilleure et pas dégradée comme elle l'est actuellement. Voilà. L'autre chose, ça va être de modifier par vecteur législatif la notion de territoire fragile. C'est sûrement beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux, mais c'est ce qui a été choisi aujourd'hui tel que le mail l'assurance maladie nous le dit. Je pense qu'il est effectivement urgent de revoir la méthodologie et les modalités de ce dispositif qui sont, à mon avis, pas du tout fiables et pas du tout reproductibles. Mais plutôt que d'attendre un éventuel véhicule législatif qui peut prendre du temps, je lui ai suggéré, au nom du SPO, d'intégrer ces discussions dans un cadre plus global qui pourrait prendre la forme d'un avenant 2 et qui comprendrait également de nouvelles négociations pour assurer la pérennité du réseau et de tout le réseau, pas seulement de 1000 pharmacies, de tout le réseau. Il faudrait qu'on ait signé un avenant qui soit solide économiquement parlant, bien sûr, et c'est la base de la survie de toutes les officines du réseau. Et pour moi, pour l'USPO, la mesure conventionnelle territoire fragile n'est en aucun cas la réponse adaptée à la dégradation rapide de l'ensemble du réseau officinal. Donc voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est on ne se bat pas pour sauver 1000 pharmacies, on se bat pour sauver tout le monde. Et quand vous avez un directeur de la CNAM qui vous dit « Moi, la 5e pharmacie de la rue de la Roquette, j'en ai rien à faire », bon, je ne sais pas où est la rue de la Roquette, enfin, maintenant, je le sais. Mais moi, je veux, avec le SPO, essayer de faire en sorte que toutes les pharmacies soient sauvées. La 4e comme la 5e, comme la 1re, parce que toutes ont leur importance. Lucie Hélène, si tu veux rajouter un mot sur les territoires fragiles? Oui, pour l'instant, en remontée de terrain, on a seulement 2-3 régions dont on sait que les ARS ont publié leurs arrêtés édictant leur territoire fragile, c'est-à-dire les TVS considérés comme territoire fragile, mais on n'a qu'un ordre de grandeur effectivement sur les pharmacies qui seraient potentiellement financièrement aidées par l'assurance maladie. Cette phase on va dire, de vider du nombre quantitatif de pharmacies, on l'aura pas de manière précise tant que tous les arrêtés n'auront pas été publiés. Et pour rappel, ceux-ci seront publiés jusqu'à probablement la fin du 2e trimestre 2025, puisque les ARF doivent concerter en 3 phases. La première phase dans laquelle on faisait partie auprès du CROP et des URPS, la 2e phase auprès des CTS, donc des collectivités territoriales de santé, et la 3e phase auprès des CRSA. Et il se trouve que les réunions s'étendent sur le T2, ce qui fait que ça va être assez éparse sur le territoire en termes d'application. Et donc, une fois que ces arrêtés territoires fragiles émanant des ARS auront été publiés, les
officines souhaitant bénéficier de l'aide conventionnelle dont je vous ai mis le lien des critères dans les questions-réponses pourront être déposées progressivement. Donc, on aura des répercussions probablement à partir et des premières décisions sur des potentiels transferts ou aides conventionnelles à partir du deuxième semestre de l'année 2025. Et concernant les recours que nous avons déposés devant le Conseil d'État, d'une part concernant le décret qui édicte les 4 critères et d'autre part sur l'arrêté qui édicte le seuil populationnel régional. Donc ces recours sont toujours en cours et nous sommes en échange d'écriture avec le ministère et donc on espère pouvoir finaliser les réponses d'ici cet été au mieux. Mais en tout cas, on n'aura pas de réponse du Conseil d'État avant la fin d'année 2025. Enfin, ça va. On espère que sur le deuxième semestre, on pourra avoir une audience, mais voilà, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la procédure. Tout en sachant qu'aujourd'hui, dans les estimations, le nombre d'officines concernées, c'est 1 à 2% des officines, à peu près. Merci, Lucie-Hélène. Est-ce que vous avez encore des questions avant d'être complètement en hypoglycémie? Oui. Michel, est-ce que c'est que vous avez une question ou vous n'avez pas... Marie-Maro Gaulier, vous pouvez répondre directement. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Du coup, ça serait pour les gardes. Voir, est-ce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, mais est-ce que du coup, est-ce que vous arrivez un petit peu à avancer sur le sujet des gardes? Nous, dans Lyon, ça devient de plus en plus compliqué, enfin, avec des fermetures d'officines. C'est vrai que là, moi, on se retrouve avec presque 50 nuits de garde avec l'hôpital et ça devient, quand on retravaille le lendemain, on travaille la veille, c'est dur. Et je sais que c'est un sujet auquel vous pensez. Mais voilà, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Je vais vous répondre à 2 titres. Au titre de l'USPO national, où nous avons un groupe de travail qui se réunit pour chercher quels outils on peut mettre à disposition des présidents départementaux pour faire évoluer les systèmes de garde, parce que vous comprenez bien que les problématiques de Lyon ne sont pas les mêmes que celles de Paris ou celles de Lyon ou celles d'autres villes, enfin d'autres régions. Donc il faut bien sûr qu'on tienne compte du terrain et du territoire pour pouvoir adapter. Donc ça, on est en train de le faire, c'est en train de se mettre en place et voilà, on est en train de bosser dessus. Maintenant, je vais prendre une casquette qui est plus régionale et une casquette que je partage avec Sébastien, où dans nos 2 départements, on est en train de modifier les gardes, effectivement. Donc voilà, on pourra faire l'objet d'un autre webinaire, si vous voulez, purement sur les gardes. Et on est en train de le faire en étant validé. Enfin, ce sont des projets qui sont là pour augmenter la taille des secteurs, donc diminuer le rythme des gardes et faire en sorte quand même que la population ait toujours un accès aux médicaments et en particulier en faisant parfois une séparation entre première partie de nuit et nuit profonde où on va augmenter encore plus les secteurs en nuit profonde. Donc là, je pense qu'il faut que vous rapprochiez de votre président local. Je sais que c'est un jeune pharmacien qui fait super bien son boulot. Donc, rapprochez-vous de lui et puis vous verrez on va bosser ensemble sur Lyon. Ouais, je lui en ai déjà parlé, surtout que moi, voilà, il m'a dit que ça se faisait, mais bon, moi, je suis en plus responsable d'un secteur de garde, donc voilà, moi, je lui ai dit aussi, moi, je suis prête à m'investir pour qu'on avance, quoi. C'est là, ça devient compliqué. Je reprends la balle au bon. On va vous solliciter dès début de semaine. Alors, vous nous laissez passer la semaine prochaine qui va être un peu chargée avec Pharmagora, mais dès la semaine d'après. Et on va mettre ça en place avec en plus l'expérience de nos 2 syndicats sur le 71 et le 21 sur la modification des gardes. Promis, okay. On revient vers vous et on commence à s'y atteler sur votre département. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, encore une et on arrête. Oui, Laurence, je vous en prie, vous pouvez ouvrir votre micro.
Oui, c'était simplement tout à l'heure sur la e-prescription, c'était pour dire à tous ceux qui ont le courage de le faire, de ne pas hésiter de faire remonter leur e-prescription pour lesquelles ils auraient des anomalies ou des annotations ou des choses à faire auprès de leur CPAM et aux personnes responsables de tout ce qui est informatique et e-prescription, parce qu'ils sont assez demandeurs. Enfin, moi, je suis dans le 44, c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu quelques anomalies, et ils aimeraient voir tous les dysfonctionnements et avoir des scans d'ordo ou des choses, parce que eux en interne travaillent dessus et font remonter ces dysfonctionnements ou les anomalies comme on parlait, là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que ça serait quand même intéressant de le faire au niveau national, parce que tout ça, à mon avis, remonterait sur la CNAM. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments de pharmaciens qui leur envoyaient des ordos. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le nom des patients, j'ai mis la problématique que j'avais eue, et c'est vrai que ça peut faire aussi avancer les choses, et eux, ça leur permet de justifier auprès des CNAM les problématiques de leur secteur. Voilà. Parfait, oui, tout à fait. Alors, dites-vous bien, hein, vous avez des CPL dans tous les départements, vous avez, voilà, faites-nous remonter tous les problèmes, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller discuter avec les autorités, qu'elles soient ministérielles ou assurance maladie, quand on a du factuel, que de dire on m'a dit que, il m'est remonté que. Le factuel est beaucoup plus précis. Et vous voyez, quand par exemple, je dis au ministère et à la CNAM, les CERFA, ils sont falsifiables, les CERFA des analogues, la GLP1, pardon, ils sont falsifiables. Voilà la preuve, j'en ai, enfin, on m'en a fait remonter, et ben c'est beaucoup plus parlant. Donc oui, allez-y, faites comme ça. Écoutez, je voulais vous remercier tous et toutes d'être restés jusqu'à midi 25. Merci Guillaume, Seb, Lucie-Hélène, Charlotte pour le boulot que vous avez fait. Et on va essayer de voir comment on peut mettre en place des webinaires mensuels pour essayer de vous apporter, dans ces périodes qui bougent quand même pas mal, et différents éléments. Alors, on parlera de différents sujets. On essaiera de le faire comme un point, je sais pas, par exemple, le premier jeudi du mois, promis, plutôt entre midi et 2, pas sur le temps de travail. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Au revoir.